Dans ce quartier bourgeois en banlieue de Clermont-Ferrand, à première vue, la famille Thévenot paraît complètement normale. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on fait? Le père vend des piscines, Je pense pour aller se promener la mère est dentiste et le fils de 15 ans, Maxime, est passionné de tennis. Je suis monté au classement intermédiaire, je suis 15-4. Hein. Ah ouais? Ah bon? Ouais. Là, tu vas revenir à 15-2 en septembre. Jusqu'à un certain niveau, garder la balle dans le cours, ça suffit pour gagner des matchs. Après, ça suffit plus, il faut faire des points. On vient parce qu'on va être en retard. Allez. Mais dans la maison, la famille cache un secret. Une passion dévorante pour des crocodiles. Des reptiles que Maxime garde dans cette armoire. J'ai tout ça. Ce polo bleu et blanc, c'est Lacoste. L'adolescent est accro à une marque de vêtements. Ça, c'est Lacoste. Je mets autant pour la ville que pour le tennis. Des t-shirts, des polos, des shorts, un noir. des chaussures. Je suis spécialisé pour la terre battue. Au total, Maxime possède près d'une trentaine de pièces qu'il accumule depuis son plus jeune âge. Alors là, je suis pas en train de jouer au tennis, mais je porte du Lacoste et j'ai l'air de bien m'amuser. Cet attachement pour le groupe français est même héréditaire. Car dans la chambre d'à côté, ses parents ont une collection encore plus impressionnante. Celui-là, ouais. Je vais me sortir celui-là, le coloré. Là. Sur ce lit, 20 ans de passion. Dès que je jetais un polo Lacoste parce qu'il était déchiré ou usagé, je découpais le crocodile que je pouvais recoudre sur un autre habit. Ah, si. C'était très smart à l'époque. Non, c'était pas donné. Donc c'était un vêtement dont on prenait soin et qu'on exhibait fièrement quand même un peu. Chez les Thévenot, le crocodile est presque une religion. Un symbole que l'on se transmet de père en fils. Le chic à la française. Une image qui a permis à la Griffe de fonder un empire. Allez Ludo, force-toi un peu. Aujourd'hui, le petit crocodile pèse 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 50 millions d'articles vendus par an. Lacoste, c'est une success story à la française, née sur un terrain de tennis et inventée par un homme. Un précurseur qui très tôt a compris que le sport ferait vendre des vêtements. Septembre 1927. Un groupe de jeunes tennisman français entre dans la légende. Pour la première fois, ils battent les Américains sur leur sol en Coupe Davis, la Coupe du monde du tennis. On les appelle alors les 4 mousquetaires. Parmi ces 4 joueurs, le benjamin de l'équipe offre la victoire à la France. Il a 23 ans, son nom, René Lacoste. De victoire en victoire, le jeune René gagne un surnom. La presse américaine l'appelle l'alligator, comme l'animal qui ne lâche jamais sa proie. En France, ce surnom deviendra le crocodile et suivra René à chacun de ses matchs. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais en 1927 toujours, le surnom va devenir un symbole. Un des amis du tennisman lui fait un cadeau, le dessin d'un crocodile à la gueule ouverte. Amusé, le champion décide de faire broder le reptile sur le blazer blanc qu'il porte avant chaque match. Le tennisman a donc une renommée de sportif et un symbole pour le représenter sur les cours. Mais son coup de génie va tenir dans une idée. Dans les années 20, le tennis est un sport élitiste pratiqué par des joueurs très élégants. Chemise longue, pull à col en V et pantalon à pince, une tenue très inconfortable et peu pratique pour jouer au tennis. René va changer la donne grâce à une idée toute simple. Il va décider de couper les manches de sa chemise pour mieux supporter la chaleur sur les cours. Mon père a cherché à développer une chemise plus confortable pour son propre usage. C'était d'abord pour lui. C'était d'abord pour lui. Cette chemise, il a commencé à la porter tout à fait à la fin des années 20. Tous ses camarades ont adoré cette chemise. Et dans les vestiaires, ne se gênaient pas pour lui en demander un exemplaire, 2 exemplaires, 3 exemplaires. Avec cette nouvelle tenue, le champion bouscule les habitudes vestimentaires. De plus en plus de sportifs veulent eux aussi jouer en chemisette. René commence alors à en vendre à petite échelle. Mais flairant le bon filon, des industriels lui volent son idée et commercialisent à leur tour des chemises à manches courtes. Pour la première fois, la marque est donc confrontée aux copieurs. Mais pas question pour le champion de laisser échapper son invention. René va décider de passer à la vitesse supérieure.
Sa riposte, il va l'organiser dans la ville de Troyes, la capitale française du textile, dans les années 30. Entre deux matchs, René va se rendre dans cette usine. Et il ne la choisit pas par hasard. Son directeur, André Gillier, est lui aussi un inventeur de génie. Jean-Luc, l'actuel patron de la fabrique, est d'ailleurs très fier de cette histoire. Les établissements Gillier étaient une très grosse bonneterie, une des plus grosses d'ailleurs, je pense, en Europe. Alors pour la petite histoire, ça a été l'inventeur du slip kangourou. Voilà, donc la réputation de la maison Gillier a fait que les deux se sont associés pour faire ces fameux polos. Le roi du slip kangourou et le crocodile, la star des cours, décident donc de s'associer. Ensemble, ils veulent inventer un vêtement encore plus confortable pour les joueurs de tennis que la simple chemise à manches courtes. Les deux amis cherchent d'abord à mettre au point une matière unique permettant d'absorber la sueur. Ils créent une maille en coton, très légère pour le sport. Une fois la matière trouvée, André et René s'attaquent à la coupe. Exit la chemise avec des boutons sur toute la longueur. Sur le polo, il n'y en aura que 2. Et après plusieurs prototypes, voici le résultat. On doit avoir quelque part par ici, voilà, c'est exactement ce produit-là, qui était donc le premier polo Lacoste, siglé, fabriqué par René Lacoste et donc André Gillier. En 1933, le célèbre polo de tennis est né. Il ne reste plus qu'à donner un nom à cette invention. André et René le baptiseront L1212. L1212, c'est tout simplement une codification. Donc le premier, le 1, veut dire qu'il s'agissait du petit piqué, donc la matière de base. Le 2 signifiait qu'il s'agissait d'un polo à manches courtes. Et le 12, qu'il s'agissait du 12e prototype de la référence, et qui est toujours rigoureusement le même. Mais une fois inventé le polo, René ne veut pas à nouveau se faire voler son idée par des concurrents comme la chemise à manches courtes. Alors sur son innovation, il va mettre sa patte. Il reprend le crocodile de son blazer et lui fait faire un régime. Ce petit reptile sera brodé sur tous ses polos. René vient en fait d'inventer le logo. Pour la première fois dans l'histoire, une marque s'exhibe ostensiblement sur un vêtement. Et pour que le message soit bien clair, le champion de tennis prévient ses concurrents et surtout ses clients, son produit est unique. Pas question que d'autres volent une fois encore son idée. En seulement quelques années, René vient donc de révolutionner la manière de produire et de vendre du prêt-à-porter. Pas mal pour un simple tennisman. Dès ses débuts, l'entreprise familiale se porte bien. Donc ce sont des machines qui tournent toute la journée, 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Mais c'est un autre Lacoste qui va donner à la société sa puissance mondiale. Encore une fois, avec une invention. En 1964, Bernard, le fils aîné de la famille, prend les rênes de l'entreprise. À cette époque, René, le père, est trop vieux pour faire briller le crocodile dans les tournois de tennis. Alors Bernard, pour faire la promotion de son polo, va donc trouver une solution. Il va faire appel à d'autres sportifs et les payer pour s'habiller avec des produits du reptile. La société est la première au monde à faire du sponsoring sportif. Une stratégie qui paie toujours aujourd'hui. La méthode du groupe, payer des sportifs pour porter ses couleurs, a depuis été copiée par toutes les marques du monde. Mais dans les années 60, pour faire la promotion de l'esprit chic, Bernard va aussi décider de sortir du sport. Il choisit alors d'autres ambassadeurs pour son crocodile. Des acteurs comme Clint Eastwood, Steve McQueen, Audrey Hepburn, ou encore des politiques, Nixon, Pompidou ou Giscard. À cette époque, des salariés du reptile sont chargés de distribuer des vêtements à ces personnalités haut de gamme. René Lacoste ou Bernard, son fils, ou les personnes qui travaillaient là, leur ont simplement, dans un premier temps, donné des produits, ce que les autres marques, qui n'existaient d'ailleurs pas à l'époque, ne pouvaient évidemment pas faire. Donc, dans l'histoire de la marque, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'elle a démarré comme ça. Grâce à ces stars, le crocodile vend l'idée de l'élégance à la française dans le monde. Et cela va permettre à la marque d'élargir ses cibles. Fini le simple polo, Bernard, le nouveau directeur, crée des collections pour hommes, femmes et enfants. 1927.
la collection Lacoste n'a qu'une chemise, qu'une couleur et un crocodile. Aujourd'hui, la collection Lacoste a plein de chemises et un crocodile, plein de pulls et un crocodile, plein de couleurs et toujours un crocodile. Le Reptile devient alors l'uniforme de la famille heureuse, avec des clients fortunés. Le problème, c'est que cette image bon chic bon genre va finir par se retourner contre la société. Car dans les années 90, un nouveau type de clientèle s'accapare le style bourgeois des polos au crocodile. Très loin des cours de tennis, le Reptile va rencontrer un succès inattendu auprès des ados de banlieue. Ils utilisent la griffe prestigieuse pour se mettre en valeur. Un phénomène qui a probablement débuté dans des studios de musique comme celui-ci. À cette époque, le hip-hop connaît un succès incroyable. La marque ne l'avait pas prévu, mais elle fait un tabac chez les rappeurs. Dans les clips, les chanteurs arborent fièrement leur polo et lancent une mode. Franchement, c'est une pub Lacoste ce clip. Lino et Calbo, les fondateurs du groupe Arsenic, sont parmi les tout premiers à adopter ce style, au départ, au pied de leur immeuble. On exagérait, on voulait mettre à celui qui va mettre le plus de Lacoste possible. On arrivait, moi personnellement, à me changer 4 fois par jour et des Lacoste différents. C'était une marque qui était en mode prestige, donc on était dans... Superstar dans le ghetto. Voilà, exactement, c'est ça l'esprit, superstar dans le ghetto. Mais très vite, avec le succès, les superstars du ghetto deviennent des icônes pour toute une génération. Dans nos concerts, c'était une avalanche de Lacoste. Voilà. Comme tu vas au stade, voir ton équipe jouer, PSG, Marseille, Lyon, et ben t'as le maillot, et ben quand les gars venaient au concert d'Arsenic, ils avaient leur polo Lacoste, leur casquette. Quand on croisait les gens, ils se disaient voilà, lui qui kiffe Arsenic, il est en Lacoste. Tout comme les tennisman, les acteurs ou les politiques, Lino et Calbo deviennent eux aussi des ambassadeurs du Reptile, mais cette fois, malgré lui. C'est un catalogue, même à l'époque, on nous appelait les crocodiles. D'ailleurs, contrairement aux sportifs, la griffe française a choisi de ne pas les sponsoriser. C'est nous qui font ça. Notre maison de disque s'est dit, comme vous mettez énormément de Lacoste, on va essayer de vous trouver un contrat. Mais Lacoste n'a pas voulu s'associer à nous. On n'a peut-être pas le profil du crocodile. C'est quoi le profil du crocodile? Enfin, je sais pas, peut-être c'est un petit tennisman bien frêle. Avec des longs cheveux, blonds, aux yeux bleus. Il faut dire que cet engouement dans les quartiers populaires va faire beaucoup de tort à l'entreprise à cette époque. Ça aujourd'hui, La clientèle historique, déroutée, fuit le crocodile et se tourne alors vers ses principaux concurrents. Tommy Hilfiger, Hugo Boss et surtout Ralph Lauren. Entre 93 et 97, le joueur de polo voit augmenter ses ventes de 157%. Un passage douloureux pour Michel, le fils de René, qui aujourd'hui encore refuse d'évoquer cette période. Le polo a été porté par des jeunes dans les cités, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui se détachait un petit peu de l'image de sportif chic? Joker. Le truc des banlieues, moi je veux pas m'embarquer là-dedans. C'est donc l'homme du marketing, Christophe Chenu, qui est chargé de décrypter ce phénomène. C'était une appropriation de la marque par les banlieues, le rap, à laquelle la marque n'était pas préparée à l'époque. Donc il a fallu que la marque effectivement s'adapte à cet événement qu'elle n'avait pas sollicité d'elle-même. Pour reconquérir sa clientèle BCBG, à cette époque, la compagnie décide de réagir. Elle veut redevenir l'emblème du chic à la française. Pour ça, elle va tenter de se faire passer pour une enseigne de haute couture. Et elle s'en donne les moyens. Depuis peu, la marque a recruté un styliste portugais, Felipe Oliveira. Les poches, on a l'impression qu'elles tombent, c'est pas très propre. C'est un peu le Lagerfeld de la maison. Ça, je trouvais ça assez joli. Genre, peut-être une fantaisie comme ça peut être joli aussi. Ça peut marcher. La direction lui a confié une mission, faire revenir la clientèle smart dans les boutiques. Ah.
T'as vu la transparence? L'idée, c'était de rafraîchir la marque, de la projeter dans l'avenir, être chic, mais à la fois qu'il y a un côté très décontracté. Et être chic, c'est important. Il faut toujours être chic. on enlève les poches. D'ailleurs, pour être chic, le bureau de design n'hésite pas à s'inspirer de la haute couture. Les stylistes ont décidé de prendre le chemin des podiums et s'acheter ainsi une crédibilité. Désormais, le crocodile paye plusieurs dizaines de milliers d'euros de défilés chaque année à New York. Fini le classique, pour plaire au public smart, les collections rajeunissent. Les petites robes de tennis s'échancrent, quant au polo, il devient moulant et prend des couleurs. Les nouvelles lignes se veulent donc très élégantes. Et pour appuyer encore plus le message, la Griffe française a également décidé d'ouvrir des boutiques dans des endroits prestigieux que fréquentent ses clients. Ce soir, c'est sur la plus célèbre avenue du monde, les Champs-Élysées à Paris, au milieu des grandes marques de luxe, que le crocodile va planter ses dents. Pour l'occasion, la société n'a pas lésiné sur les moyens. Champagne, petit four, shooting photo. Parmi les convives, des vedettes du petit écran et des people. Certains invités nous ont confié avoir reçu une collection complète de vêtements pour être présents. Lacoste, c'est quand même une certaine marque qui est à la fois sport tout en restant classe et vraiment élégante. Et voilà. Donc, je suis la couleur de la marque ce soir. Pour moi, Lacoste, c'était toute cette époque des mousquetaires, c'était le sport. Voilà. Il y a même d'anciennes gloires du tennis. J'allais venir et là... Ces têtes de gondole sont censées représenter l'image du consommateur idéal. Avec ce show dans les beaux quartiers de Paris, l'entreprise espère reconquérir sa clientèle huppée. Mais ces BCBG ne sont plus la seule cible du crocodile. Car dans le même temps, les jeunes de banlieue que la marque ignorait sont désormais devenus fréquentables. Toujours à Paris, loin des Champs-Élysées, une autre inauguration a lieu ce soir. Dans ce grand magasin dédié à la mode urbaine, la Griffe française ouvre un espace de vente au milieu du hall. Comme il était très apprécié dans les cités, le reptile a décidé d'en tirer avantage. Pour ses nouveaux clients, le bureau de design a même créé une sous-marque. C'était une des marques qui était vraiment une référence pour moi quand j'étais adolescent. Un peu BCBG, un peu sportif, un peu classe, un peu bobo mais pas trop. Et voilà, ça c'est évoqué. Pour la preuve, c'est que même quand je regarde l'heure qu'il est, je la regarde au Lacoste. Des baskets montantes, des casquettes que l'on peut mettre à l'envers, des polos aux couleurs criardes. Une ligne fortement inspirée du monde de la rue et légèrement moins chère que la gamme traditionnelle. En segmentant ainsi ses collections, la multinationale tente un pari. Faire le grand écart entre l'ado de cité et le tennisman chic. Un bon moyen de faire rayonner encore plus le crocodile, déjà très connu dans le monde. Mais il y a un revers à ce succès. Le retour en force du croco fait les beaux jours de la contrefaçon. Chaque année, des dizaines de millions de vêtements de la Griffe sont copiés dans le monde. Et il n'y a pas que le célèbre polo qui est imité. Désormais, on peut même trouver des produits extrêmement surprenants. Comme par exemple, ces pilules de Viagra au logo de la société. Ou bien encore, ces petits gâteaux griffés d'un reptile. Aux portes de Paris, en marge des puces de Saint-Ouen, il existe même désormais un véritable supermarché de la contrefaçon. Et chez ces vendeurs illégaux, ces derniers temps, le polo au crocodile est aussi devenu un best-seller. On cherche des polos. Ouais. Munis d'une caméra cachée, nous nous sommes fait passer pour des clients souhaitant acheter des polos contrefaits. Le vendeur de lunettes nous présente le spécialiste en la matière. Ici, comme dans un magasin, on peut tout choisir. Des bons tailles, ça que les bons couleurs. Les couleurs. Ça, le bleu, c'est bien. Hein. Le noir, vous mettez le noir. Les modèles et même les tailles. Par contre, les prix, eux, n'ont rien à voir avec ceux pratiqués en magasin. Tu les fais à combien ?
j'ai fait 15 € la plus. 15 €? Ça fait une, on a fait 80 €. Ce vendeur nous propose donc des faux polos à un prix plus de 5 fois inférieur au vrai. Avec des tarifs pareils, son petit commerce tourne plutôt bien. Et il n'est pas le seul. Une fois la vente terminée avec ce premier vendeur, un deuxième arrive aussitôt. Et plus étonnant encore selon lui, ces faux polos, nous pourrions même les revendre comme des vrais sur les marchés. Revendre 80, 60, 70, 50 €. C'est bien. Tu gagnes bien. Je voulais savoir si vous en avez, en gros, si on pouvait en acheter en gros, tu vois. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La quantité ne semble pas être un problème. Ce commerçant propose même de devenir notre grossiste. Appelle dans le téléphone, il est ramé beaucoup. Il n'y a pas de problème pour ça. 06 98 98. Dans le café, je prends le café, je discute, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est bon? C'est bon. Merci. Si à Paris cette contrefaçon semble marginale, à l'étranger par contre elle est industrielle. En Asie, il existe même des boutiques qui ne vendent que des produits contrefaits, ou même l'enseigne tente de copier le célèbre reptile. Pour lutter contre ce fléau, la marque investit plusieurs millions d'euros dans la chasse aux copieurs. Mais malgré cela, elle a du mal à endiguer le phénomène. La griffe française doit donc trouver de nouvelles parades. Au siège de l'entreprise, le salut viendra peut-être d'un autre service du groupe, celui de la recherche et du développement. Ces techniciens réfléchissent à une nouvelle matière infroissable qu'ils pourraient incorporer dans les futurs polos. Blanc soft touch. Et c'est ça la seconde peau comme tissu? Ouais, c'est ça. Cette innovation permettrait à la griffe de séduire la clientèle des hommes d'affaires et de leur éviter de voyager avec un fer à repasser. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un polo qui aurait cet aspect-là, mais qui soit ultra léger, infroissable, voilà, qui ait la vraie fonctionnalité de ce dont tout le monde aspire. C'est-à-dire, on ouvre la valise, le truc, il n'y a pas besoin de le repasser, il est là, il est ultra léger. Voilà. Plastique, là, enfin, qui est bien d'ailleurs, qui est vachement. Mais cette nouvelle matière permettrait surtout d'empêcher la contrefaçon, car elle est beaucoup plus difficile à copier que le simple coton piqué. Une bonne manière de lutter contre la contrefaçon, c'est de prendre de l'avance par rapport aux suiveurs et aux copieurs et de maintenir cette avance. Et que cette avance, elle est stylistique, mais elle est aussi technique. L'entreprise française veut absolument conserver son avance. C'est qu'elle ne veut pas perdre le bénéfice de près d'un siècle d'histoire. Et les plus soucieux de la protection de cet héritage, ce sont les membres de la famille du fondateur eux-mêmes. À Roland-Garros, au mois de mai dernier, Michel Lacoste organisait une cérémonie en hommage à son père, René. Aujourd'hui encore, la compagnie reste sous contrôle familial. Michel a même déjà pressenti son successeur, l'un des petits-fils de la famille. Une vingtaine de descendants de René perçoit d'ailleurs des royalties sur les ventes. 5 à 10% de chaque produit écoulé.